Voilà, reprenons le cours où nous en étions arrivés. Nous allons maintenant réévoquer de manière assez séquentielle les différents aspects qui interviennent dans les facteurs qui favorisent l'apparition d'un comportement et puis les facteurs qui favorisent le maintien du comportement. Reprenons ensemble ce qu'on a appelé les antécédents et les événements contextuels. Ici, de manière synthétique, on va trouver un ensemble d'événements contextuels et d'antécédents qui sont particulièrement pertinents à prendre en compte. Les facteurs de santé, bien évidemment, les questions de diagnostic, la médication, l'organisation des services, la structure des activités, la puberté, la communication réceptive, la santé mentale, le déficit adaptatif, les déficits cognitifs, les déficits communicatifs et cognitifs, les troubles sensoriels, les frustrations, l'inoccupation, l'absence de choix sont des facteurs qui impactent. On va maintenant peut-être restructurer tout ça autour de différents facteurs. Ici, reprenons les événements contextuels. On les classe habituellement en trois grandes catégories de facteurs intervenant à ce niveau. Il y a ce qu'on appelle le contexte biodéveloppemental, le contexte physique et le contexte socioculturel. Dans le contexte biodéveloppemental, on va y replacer des éléments que nous venons d'évoquer et en particulier la question du diagnostic, de la santé, des troubles sensoriels, des consommations, de la médication, la santé mentale, les aspects développementaux, le sommeil, l'état émotionnel et la puberté, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce qu'on évoque au niveau du diagnostic? Il s'agit non pas du nom que porte le problème de la personne, mais ce qui est sous-jacent à ce diagnostic, en particulier tout ce qui impacte les phénomènes d'adaptation aux environnements, les modes de fonctionnement de la personne. Ici, nous sommes particulièrement concernés par l'autisme, parce qu'on va probablement pouvoir mettre en évidence comme facteur impactant c'est par exemple les problématiques de cohérence centrale, les problématiques de fonction exécutive qui engendrent une difficulté d'adaptation au changement, toutes ces caractéristiques que vous connaissez maintenant parfaitement. L'idée derrière le fait de mettre le diagnostic comme un événement contextuel, c'est que nous ne cessions de penser aux impacts de ce diagnostic dans le fonctionnement quotidien des personnes. On va parler des troubles sensoriels qu'on reprend là dans le contexte biodéveloppemental, il est très clair que les hyper et les hyposensibilités des personnes qui ont de l'autisme impactent leur mode de fonctionnement quotidien. Quelqu'un qui sera hypersensible aux odeurs risque à certains moments d'avoir des réactions négatives lorsqu'il sera confronté à certains types d'odeurs. Il en va de même pour les sensibilités auditives et pour toutes les autres modalités sensorielles. Au niveau de la santé, on a les mêmes phénomènes que ceux qui viennent d'être décrits au niveau du diagnostic. L'idée, c'est de dire en quoi les problèmes de santé vécus par une personne engendrent des troubles comportementaux. Il suffit peut-être de se mettre dans l'hypothèse que l'on souffre de problèmes dentaires, que l'on souffre de problèmes gastriques, que l'on souffre de problèmes intestinaux, de problèmes orthopédiques, de problèmes gynécologiques, de problèmes articulaires. Et donc tous ces phénomènes qui sont des phénomènes douloureux ou gênants risquent d'engendrer de potentiels troubles du comportement. Si on ajoute à ça le facteur diagnostique dans lequel les troubles de la communication sont particulièrement présents, on imagine bien la détresse dans laquelle les personnes peuvent se trouver lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes somatiques. Et donc, probablement que les signaux vont être des signaux comportementaux
qui vont à ce moment-là être des signaux interprétés par l'environnement, et il y aura peut-être une satisfaction à la situation qui sera donnée par l'environnement parce que celui-ci aura compris que la personne n'est peut-être pas bien. Et donc, les facteurs comportementaux s'apprennent au travers de ces problèmes de santé. Les troubles sensoriels, je viens d'en parler, mais on peut aussi ne pas avoir d'autisme et présenter des troubles sensoriels. J'évoquerai juste à cet égard-là les troubles visuels, hein, ceux qui sont présents euh, dans certains diagnostics génétiques qui atteignent effectivement les capacités visuelles, mais il y a aussi des facteurs développementaux, puisque l'âge avançant, les troubles sensoriels vont s'installer au niveau visuel, une dégradation de la qualité de la vue qui va s'installer, et si on ne peut remédier à ces troubles visuels par des lunettes ou une adaptation de l'environnement, des personnes vont se trouver en situation de grande difficulté. Je voudrais revenir quelques minutes aux questions diagnostiques en évoquant ce que je viens de citer. Il s'agit des troubles, enfin des syndromes génétiques dans lesquels certains d'entre eux sont spécifiquement associés à des troubles comportementaux. L'automutilation dans le syndrome de Leschnian ou de Cornelia-de-Lange, et des troubles qui sont liés à la recherche permanente de nourriture lorsque des personnes présentent un syndrome de Prader-Willi. On voit donc qu'il y a certains types de syndromes génétiques qui sont plus particulièrement associés à des troubles comportementaux de manière spécifique. Pour d'autres troubles, il s'agit plutôt, comme je l'ai cité vis-à-vis de l'autisme, de conséquences liées au mode de fonctionnement associés à ces troubles génétiques. En termes de consommation, si on évoque la consommation d'alcool, c'est pas typiquement spécifique à l'autisme et c'est peu présent dans ce public-là, en tout cas pour ceux qui présentent des déficiences. Les types de consommation qu'on peut évoquer sont par exemple le pica du tabac ou ce qu'on appelle le pica du mégot. Ce sont des personnes qui vont chercher de manière permanente des mégots qui sont usagés et les mâchonner, voire pour certains d'entre eux les avaler. Il y a là évidemment toute une préoccupation d'hygiène lorsque ces comportements sont présents et sont parfois vraiment très envahissants dans le fonctionnement des personnes. Consommations qui vont, pour certaines d'entre elles, conduire à une dépendance à la nicotine et ce qui engendre effectivement ces comportements répétitifs et impactants dans la vie de tous les jours. On peut aussi citer pour certaines personnes la consommation de café de manière abusive. Au-delà de ça, on pourrait évoquer les questions de pica qui seront parfois associées à certains types de consommation. Alors le point suivant, c'est d'évoquer l'impact de la médication. Ici, on envisage la médication comme un événement contextuel qui va plutôt promouvoir l'apparition ou favoriser effectivement le fait que ces comportements apparaissent. En termes de médication psychotrope, on envisagera les effets secondaires de ces médications tels que l'assèchement de la bouche, le ralentissement du transit intestinal, la sédation que va provoquer certains types de médicaments, et donc finalement une modification des modes de fonctionnement de la personne. On verra dans certains cas le fait que des personnes ne puissent pas, prennent une médication psychotrope et subissent un assèchement de la bouche. On verra ces personnes rechercher de manière assez intense des boissons, voire aller s'abreuver dans les chasses d'eau ou en dessous des robinets de manière répétée. Et parfois ces comportements sont maintenant interprétés comme
des comportements de potomanie, ce qui deviendrait une forme de trouble du comportement supplémentaire, mais c'est lié tout simplement aux effets secondaires de la médication. Il y a donc là un intérêt à bien connaître, et là on se tournera vers le milieu médical pour nous fournir cette information, ou aller sur de bons sites internet qui fournissent les effets secondaires de toutes ces médications pour s'intéresser parfois au développement de nouveaux troubles du comportement alors que ces personnes reçoivent une médication qui est censée solutionner les troubles comportementaux. La santé mentale, comme pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, et présente une déficience intellectuelle, les troubles mentaux ont une fréquence plus importante auprès de ce public. On peut penser aux troubles dépressifs, à la schizophrénie et à d'autres troubles mentaux qui peuvent se greffer à la situation initiale et qui vont évidemment complexifier le tableau clinique de la personne. Et il s'agira, comme pour la question diagnostique évoquée plus tôt, de s'intéresser aux impacts fonctionnels de ce nouveau trouble mental qui s'associe à l'autisme ou s'associe à la déficience intellectuelle. On peut évidemment évoquer tout ce qui concerne le fonctionnement adaptatif, intellectuel et communicatif, et en particulier tous les déficits, les incapacités en termes d'autonomie ou en termes de communication engendrent des situations de frustration qui sont des situations extrêmement difficiles à vivre, avec la particularité de ne pas bénéficier de très bonnes fonctions exécutives qui vous permettent de gérer vos frustrations. Il en va donc d'une évaluation précise du fonctionnement adaptatif et communicatif des personnes pour effectivement situer l'ensemble des moyens à mettre en place pour que le handicap vécu en fonction de ces difficultés d'adaptation soit pallié au mieux par l'environnement. On peut citer évidemment les troubles du sommeil qui vont impacter le fonctionnement quotidien. On imagine aisément les dysfonctionnements que vont engendrer plusieurs nuits sans sommeil réparateur ou avoir des nuits qui sont extrêmement agitées. On peut très bien comprendre l'impact dans la vie de tous les jours que ces problèmes de sommeil vont avoir. L'état émotionnel, l'idée ici c'est de souligner que peut-être des personnes vont arriver, entre guillemets, énervées de ce qu'elles ont pu vivre, par exemple le matin au lever, si le matin était particulièrement chahuté. Donc l'idée c'est aussi de souligner que des personnes qui ont de l'autisme ou des personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent vivre des états émotionnels qui vont impacter leur vie durant la journée. Et donc, aussi retenir qu'effectivement, avoir de l'autisme ne met pas à l'abri d'être énervé, d'être agité, d'être en colère, et que ces états émotionnels vont impacter le comportement quotidien des personnes. Alors, point suivant, c'est évoquer les questions de puberté. Puberté qui vont générer des manifestations physiques et voire physiologiques chez la personne qui a de l'autisme et en particulier à l'adolescence. C'est effectivement, sont des phénomènes qui sont difficiles à comprendre lors de la puberté. Chez les jeunes filles, on a ces périodes menstruelles qui vont apparaître avec une difficulté parfois de compréhension des phénomènes physiques qui se passent et avec cette problématique de se projeter dans à quoi servent finalement ces phénomènes physiques qui ont lieu, et avec aussi cette problématique de se projeter dans le temps et de les anticiper, ce qui génère très probablement des phénomènes d'anxiété importants. Si on pense au saignement, si on pense à ces inconforts voilà, périodiques, pour les garçons, les garçons vont vivre d'autres phénomènes comme des érections intempestives qu'ils ont parfois beaucoup de difficultés à maîtriser et à satisfaire.
Et donc c'est une période de la vie qu'il est pour beaucoup d'entre nous un peu particulière à vivre, mais qu'il est sans doute de manière encore plus spécifique à vivre lorsqu'on présente des déficiences ou des particularités comme celle de l'autisme. Et derrière tout ça, on comprend bien évidemment l'importance des programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle qu'il faudra développer pour essayer de pallier au mieux à cette période de la vie, période qui engendre aussi des modifications de caractère, hein. On sait très bien ces explosions comportementales que vivent les adolescents ordinaires. Ben, ces phénomènes impactent aussi le fonctionnement des personnes avec autisme, avec une des choses qu'on a souligné tout à l'heure au début du cours, qui est évidemment le développement physique qui a lieu à cette personne et aussi le développement de la force physique qui se développe en parallèle et qui évidemment va impacter lourdement l'environnement lorsque les comportements sont des comportements explosifs de crise de colère, etc. Alors, deuxième secteur, c'est le contexte physique. On peut évoquer le fait que de l'importance des espaces personnels, en tout cas quand il y a une problématique d'autisme, l'absence d'espace personnel pour pouvoir se retirer d'environnement collectif va engendrer effectivement un environnement qui va plutôt promouvoir des troubles du comportement. Ici, peut-être je refais un peu appel à un point que l'on a évoqué tout à l'heure, qui est la question de la qualité de vie. Je vous renvoie quand même à cette perspective pour certaines personnes de vivre dans des environnements institutionnalisés et dans lesquels l'accès aux stimulations ordinaires est relativement restreinte. Et que donc tout ce qui concerne ici l'environnement physique fait aussi appel à ces questions-là, hein. Lorsqu'on vit dans un environnement institutionnel, on a un environnement qui est particulièrement restrictif, c'est que l'on n'a pas accès aux mêmes occasions de vivre les mêmes choses que tout un chacun. J'évoquais là il y a quelques minutes pouvoir boire quand on en a besoin, mais quand on vit dans un milieu plus institutionnalisé, ces occasions de boire sont réservées à des temps particuliers qui sont les temps de repas, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un puisse se balader avec sa bouteille d'eau comme beaucoup d'entre nous à l'heure actuelle le faisons? Eh bien, sans doute non. Les personnes vont être confrontées aussi à des modèles d'organisation qui font qu'effectivement, les choses ne se passent pas nécessairement en fonction de leurs intérêts propres ou de leur goût. Je prendrai peut-être simplement le fait de savoir si on peut prendre un bain ou une douche au moment où on le souhaite, le matin ou le soir. Il est bien évident que dans les milieux institutionnels dans lesquels une organisation est prévue, ces perspectives de choix personnels sont malheureusement peu possibles, voire ne sont pas nécessairement promues par l'environnement. Alors les questions de prévisibilité, on sait que en ce qui concerne l'autisme, c'est une préoccupation tout à fait importante puisque il y a, les fonctions exécutives sont malheureusement assez déficitaires et lorsqu'il y a une présence de déficience intellectuelle qui est conjointe à l'autisme, cette question de la prévisibilité va encore être plus lourdement impactée. Lorsque les événements sont généralement imprévisibles, il s'agit à ce moment-là pour les personnes avec autisme d'être confrontées à un milieu qui va être très anxiogène. Et on sait bien que anxiété, trouble du comportement, c'est malheureusement fortement associé. Et donc les environnements qui génèrent une certaine imprévisibilité, par exemple, on ne sait pas nécessairement qui sera là le soir pour s'occuper des personnes. On ne sait pas si le bus va pouvoir être utilisé pour aller à la piscine. Le bus arrive ou n'arrive pas lorsque il est prévu qu'il soit là pour emmener à telle ou telle activité. Enfin, toutes ces questions de prévisibilité, d'organisation des activités durant
la journée est générateur d'anxiété lorsque le niveau d'imprévisibilité est important. Alors, le matériel disponible tel qu'évoqué là euh, renvoie plutôt aux questions qui sont liées au temps d'inoccupation. J'y viendrai dans une minute. Lorsque les temps d'inoccupation sont importants, la question peut être, mais à quoi peuvent-elles s'occuper? Et si les temps d'inoccupation sont liés à des environnements dans lesquels il y a peu de matériel disponible, ben, on comprend qu'effectivement, ces temps d'inoccupation vont être nourris de comportements d'autostimulation, voire d'automutilation, voire de comportements qui sont là pour attirer l'attention de l'environnement. Je voudrais peut-être vous montrer ici les résultats d'une étude qui a été menée en 2010, 2009-2010 par une étudiante de la faculté de psycho qui s'appelle Daisy Gazen, qui a mené une étude dans des établissements résidentiels pour personnes avec déficience intellectuelle et ou autisme, des personnes adultes. Et cette étude a été menée dans 7 établissements du nord de la France et de la partie francophone de Belgique. Elle a pu obtenir des données qui concernent 47 personnes prises au hasard dans chacun de ces établissements et 47 personnes pour lesquelles elle a une collaboration assez extraordinaire de ces 7 établissements et ça, il faut vraiment le souligner, il y a vraiment une part très active de ces établissements dans les données qui ont été fournies. Et en fait, elle a pu obtenir pendant une semaine du mois d'octobre, la même semaine pour les 7 établissements, des données relatives à chaque activité menée par les personnes. Donc, entre l'heure du lever jusqu'à l'heure du coucher, quelle était l'heure de début de l'activité, quelle était la nature de l'activité, quelle était la durée de l'activité. Et à la suite de la réception de ces ensembles de données, elle a encodé ces données dans des outils statistiques pour obtenir les données que vous allez voir là et que je vais vous décrire dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir vous offrir ces données-là synthétiques? C'est que les 47 personnes ont été réunies en une seule personne modèle, c'est une personne moyenne, et les 7 jours ont été réunis en 24 heures moyennes. Donc en fait, les données que vous voyez ici, ce sont les 24 heures moyennes d'une personne moyenne d'un établissement moyen. Ça veut dire qu'effectivement, il faut pouvoir prendre en compte qu'autour de ces données moyennes, les fluctuations sont extrêmement importantes d'un établissement à l'autre et d'une personne à l'autre. Donc ça, il faut bien avoir en tête, c'est que les données que vous allez voir sont pour certaines d'entre elles moindres et pour certaines d'entre elles beaucoup plus importantes que les chiffres qui vous sont fournis là. Mais c'était pour nous finalement un moyen de pouvoir illustrer un peu le style de vie, hein, l'emploi du temps, comme on l'indique là sur cette dia, d'une personne dans un environnement, je dirais, résidentiel pour adultes avec autisme. Ben, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est que si on s'en tient aux activités, ici au premier graphique relatif aux activités de loisirs, elles représentent à peu près 3h40 en moyenne par jour. Donc pour certaines personnes, il y a beaucoup plus de temps de loisirs, pour d'autres beaucoup moins de temps. Et que la plus grande partie ici, en termes de durée, en termes de fréquence, c'est pire encore puisque c'est les 2 tiers, mais en termes de durée, on a plus de 2 heures qui sont allouées à ce qu'on appelle des activités libres passives. Alors qu'est-ce que sont les activités libres passives? Ce sont des temps qui sont laissés libres pour une occupation pour les personnes. Alors qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ben, c'est regarder la télévision ou ne pas la regarder, mais la télévision fonctionne. L'idée là, c'est que rien n'est demandé de manière spécifique à la personne.
Donc ça constitue 2 heures par jour. Lorsqu'on a des capacités à s'occuper par soi-même, 2 heures, ça peut être assez intéressant. On se posera évidemment la question de savoir ce que font des personnes qui n'ont pas de capacité à s'occuper par elles-mêmes, et ce durant plus de 2 heures par jour. On verra plus tard ce qu'il en est de manière différentielle en fonction du degré de handicap. Deuxième secteur, sommeil et autres activités. Ce que l'on voit ici, c'est que une grande partie de ce temps est sans surprise occupé par le sommeil, qui représente 10h45 en moyenne par jour. Cela veut dire c'est que des personnes consacrent à ce temps plus de temps que cela. On voit des temps qui vont jusqu'à 13 heures ou 14 heures de sommeil par jour, et auquel il faut associer 3 heures, presque 4 heures de temps mort. Alors, que sont les temps morts? Les temps morts, c'est le temps pour lequel nous n'avons pas obtenu d'informations sur ce que font les gens. Donc, on a obtenu toute une série d'informations sur le début de l'activité et la durée de l'activité, et quand on soustrait tous ces temps d'activité du temps global de la journée, c'est-à-dire temps du coucher moins temps de lever, il reste 4 heures qui sont des heures inexpliquées sur les activités qui sont menées, activité ou non-activité. Globalement, ce sera sans doute non-activité, puisque sinon nous aurions obtenu une information sur ce que les personnes faisaient de la journée. Donc, ici, évidemment, 10h45, c'est beaucoup, puisque pour l'individu ordinaire, pour la même catégorie d'âge, on est autour de 8h ou 8h15 de temps de sommeil par jour. Donc le temps de sommeil est vraiment beaucoup plus important ici pour les personnes avec handicap. Ceci dit, probablement pas de surprise à cet égard-là quand on voit un peu le modèle d'organisation des établissements résidentiels. Alors, ce que l'on peut ajouter ici, c'est en termes d'autonomie résidentielle, à peu près 2 heures de la journée est consacrée à l'autonomie, aux questions alimentaires, quand on additionne petit déjeuner, repas de midi, un goûter éventuellement, et puis le repas du soir. Globalement, ça représentera ce temps-là, 40 minutes consacrées aux soins personnels. Et peut-être bizarrement très peu de temps consacré aux activités ménagères, alors que finalement, si l'on pouvait considérer que c'est leur lieu de vie, on serait sans doute à imaginer peut-être un peu plus de temps. Si on peut revenir ici à d'autres types d'activités, les activités, vous voyez que les différentes activités de service qui pourraient être mises en place dans les milieux résidentiels, finalement recouvrent peu de temps, puisque on considère, en tout cas sur base des données qui ont été fournies, à peu près 20 minutes de temps consacré à des activités de service sur une journée. Alors, si on additionne un peu 3 temps importants que sont sommeil, temps mort et activité libre passive, il faut considérer que ces temps morts concernent à peu près 17 heures du temps de vie sur une journée, ce qui est relativement conséquent. Et peut-être la réflexion qu'on peut mener, c'est que certaines personnes en moyenne sont confrontées à 2 heures plus 4 heures, c'est-à-dire 6 heures par jour, à devoir trouver par elles-mêmes des moyens d'occupation. Ce qui suggère quand même beaucoup de questionnements lorsqu'on s'adresse à des publics qui présentent des déficiences importantes, où on peut se poser la question de leur capacité à pouvoir s'adonner de manière autonome ou indépendante à des activités d'occupation, tant d'inoccupation qui conduiront malheureusement pour pas mal d'entre eux à des troubles comportementaux. Alors ici, le graphique suivant vise à vous montrer que
tout le monde n'est pas à la même enseigne en fonction de ses niveaux du niveau de déficience que l'on présente. Donc ici, on a des données différentielles. Ici, on a les données moyennes. Ici, les données sont différentielles en fonction du degré de déficience. Ce que l'on peut voir, c'est que lorsqu'on a une déficience légère, les temps de loisirs sont plus importants que les temps que lorsqu'on a une déficience profonde, hein, à peu près 6 heures, alors que c'est un peu plus de 3 heures lorsque l'on a une déficience. Donc, à peu près le plus du double, enfin le double du temps de loisir lorsqu'on a une déficience légère par rapport à une déficience profonde, mais de manière inversement proportionnelle, on a une situation totalement inversée pour ce qui s'agit des temps morts. Donc, plus vous avez une déficience intellectuelle profonde ou sévère, ben, plus les temps morts sont importants, inversement proportionnels au temps libre. On voit ici aussi une courbe particulièrement évidente des temps passés en famille, en moyenne, c'est-à-dire à peu près 4 heures de temps mort en moyenne rapporté à la journée, mais évidemment répartis sur la semaine et en particulier sur les week-ends. Par contre, on voit ici que lorsque vous avez une déficience intellectuelle profonde, les temps passés en famille sont en moyenne 4 fois moins importants que les temps que l'on peut consacrer à une vie de participation avec sa famille lorsqu'on a une déficience légère. Il en est de même ici en termes d'autonomie communautaire où les, les temps passés à ces activités sont peu importants. Par contre, au niveau de l'autonomie résidentielle, la situation est relativement stable. Ici, la courbe en rouge, il y a peu de variations de ce type d'activité en fonction du niveau de déficience. La réflexion sera ici, à quoi peuvent bien passer, à quel type d'activité peuvent bien passer les personnes avec déficience intellectuelle profonde lorsqu'elles sont confrontées à des temps morts aussi importants sur une journée. Et il faudra sans doute y trouver une explication à leurs troubles du comportement. Je reviens ici sur un petit schéma que j'aurais pu vous montrer à la suite de l'évocation des problèmes de santé chez les personnes qui ont des troubles autistiques. Ici, c'est la situation d'un adulte qui présente des crises comportementales d'automutilation importantes, mais pas de manière continue. Et on voit ici que l'équipe qui nous a fourni ce graphique a réalisé une observation sur 33 jours, hein, que l'on voit ici. Chaque jour est une des données sur l'axe des abscisses. Et les jours où il y a une grosse crise d'automutilation, chaque fois il y a une ligne verte. Donc le 19 ici, il y a une grosse crise d'automutilation. Le 24, il y a eu 2 crises d'automutilation. Et le 30 ici, il y a eu 3 crises d'automutilation. Alors, ce que l'on a souhaité mettre en évidence dans le graphique, même si effectivement cette équipe a mené des observations à la fois sur le sommeil, à la fois sur le tonus de la personne. Ce que l'on va mettre en évidence, ce sont des périodes ici qui sont les accolades rouges, qui sont les périodes de constipation. Et ce que l'on voit, c'est que de manière systématique, les derniers jours de la période de constipation sont les jours durant lesquels il y a des crises d'automutilation, chaque période de constipation se clôturant par la prise d'un laxatif qui solutionne le problème de constipation de la personne. Et on voit qu'on est ici, après chaque période de constipation, reparti vers une nouvelle période qui va se clôturer malheureusement par des périodes d'automutilation de manière systématique. Il sera donc particulièrement pertinent peut-être d'envisager une médication laxative qui va
permettent quand même de stabiliser les choses, sinon on est presque, il y a presque une garantie que chaque période va se clôturer par des jours d'automutilation plus intenses. Je reviens une dernière fois sur mon schéma relatif aux événements contextuels pour souligner que toute une série de facteurs socioculturels jouent un rôle important dans l'augmentation de la probabilité d'apparition des troubles du comportement. On peut évoquer les questions de cohabitation. Hein. La question de cohabitation réfère au fait que lorsqu'on a, et vous l'avez vu dans le graphique tout à l'heure, dans le petit schéma concernant la qualité de vie, malheureusement, plus on présente de troubles comportementaux, plus on présente de déficiences, plus la probabilité est de vivre avec des personnes qui présentent les mêmes caractéristiques que vous. On sait bien que la cohabitation pour l'individu ordinaire que nous sommes demande beaucoup d'adaptation à l'autre. Lorsqu'on a ces particularités d'autisme, on est probablement mal équipé pour s'adapter à l'autre et pour pouvoir mettre, comme on dit, beaucoup d'eau dans son vin par rapport aux situations que l'on vit. On peut évoquer les repères sociaux. C'est peut-être aussi cette absence de repères sociaux pour pas mal de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ici, repères sociaux? C'est finalement connaître les règles de la vie sociale, savoir que certains comportements sont de bons comportements et que d'autres sont des comportements plutôt indésirables. Hein. Frapper quelqu'un, a priori, ça ne se fait pas. Mais finalement, on peut se poser un peu la question, qui a appris à ces personnes quels sont les bons comportements et quels sont les mauvais comportements? Est-ce que finalement ces personnes connaissent les bons comportements et connaissent les mauvais comportements? Est-ce qu'elles ont voilà, cette capacité à distinguer l'un de l'autre? Mais aussi, c'est pas une capacité innée, c'est une capacité apprise. Et donc la question, c'est qui a appris à ces personnes quels sont les bons comportements et quels sont les mauvais comportements? Et peut-être rappeler qu'apprendre à quelqu'un, c'est pas lui courir après pour lui dire non, tu ne peux pas faire ça. Encore faut-il que peut-être cette personne ait perçu que lorsqu'on vous court après, ça peut avoir un caractère très agréable et ressembler à des jeux, et que donc en faisant ça, on serait plutôt confronté à des stimulations très positives. Et il en est de même pour l'interprétation des comportements d'autrui. Lorsque l'on se fait gronder, est-ce que vous percevez cela lorsque vous avez de l'autisme comme un stimulus désagréable? Pour pas mal de personnes avec autisme, ces stimuli n'ont pas nécessairement le caractère agréable désagréable que nous leur faisons porter, et que donc ce sont parfois des stimuli qu'ils perçoivent comme des stimuli extrêmement positifs. Et on voit donc que derrière ces questions de repères sociaux, beaucoup de choses se jouent en termes d'interprétation de ce qui se passe dans l'environnement et de pouvoir acquérir finalement cette distinction que nous tous avons acquise, en tout cas de manière plus ou moins correcte, puisque c'est ce qui nous permet de vivre en société, avoir appris ces repères sociaux. La question de la stabilité des relations, on sait qu'il y a là quelque chose d'important à jouer. Des personnes avec autisme vivent beaucoup de changements dans leur environnement d'encadrement professionnel. Beaucoup de gens s'en vont, arrivent, ils changent d'enseignant. Quand on voit ce que vivent les adolescents avec autisme au niveau de l'enseignement secondaire, qu'il soit spécialisé ou ordinaire, il y a énormément de changements d'enseignants. Lorsqu'en tout cas l'école n'a pas pris en compte cette particularité de l'adaptation à l'autre, et que là on voit qu'effectivement il y a une difficulté d'adaptation et une stabilité des relations qui n'est manifestement pas très, très positive pour les personnes qui ont de l'autisme. Si on prend les environnements résidentiels, quelle est la prévisibilité des relations? Est-ce que on peut savoir qui sera là le lendemain, qui sera là le surlendemain, qui sera là le soir, avec aussi des mouvements personnels qui sont les prises de congés, etc. Mais ce qui engendre pour la personne une instabilité relationnelle qui peut être assez forte à certains moments.
On peut évoquer les interactions récentes, c'est-à-dire les situations de conflit qui ont été vécues, par exemple le matin et qui vont impacter le reste de la journée parce que la personne reste nerveuse en fonction des conflits qu'elle a vécu le matin. Un climat qui est parfois un climat permanent, négatif lorsqu'il y a beaucoup de comportements, problèmes dans un environnement éducatif. Il y a beaucoup de stimuli aversifs qui sont fournis, les réprimandes, les engueulades, les cris, hein, qui sont délivrés par l'environnement éducatif, génèrent un climat qui est un climat négatif et qui va promouvoir plutôt l'apparition des comportements. Enfin, comme toute personne humaine, ben, les personnes avec autisme vont vivre aussi des situations dans lesquelles ils vont vivre l'absence de leurs parents, voire le décès de membres de leur famille, avec parfois un impact relativement important dans leur vie. On peut penser aux adultes qui, à un moment donné, ne vont plus pouvoir rentrer en famille le week-end et qui vont aussi vivre le décès de leurs parents avec beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'est finalement cet événement de la vie qui est la mort d'un proche et peut-être la mort de quelqu'un avec lequel des relations étaient très importantes et des habitudes de vie étaient prises. Et donc là, il y a effectivement à envisager un aspect tout à fait important dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on entend par attente et adéquation des programmes? L'idée ici est peut-être de souligner le fait que pas mal de programmes sont peut-être assez loin des compétences actuelles des personnes et que nous sommes peut-être un peu trop ambitieux dans nos attentes par rapport au fonctionnement même actuel de la personne à laquelle nous nous adressons. Et là, ben, on peut toucher un peu la question des programmes éducatifs individualisés, les PIA, dans l'enseignement, et qui sont parfois très loin des capacités actuelles. Ce qui veut dire aussi, finalement, dans nos attentes, une attente qui est probablement disproportionnée. Peut-être ce qu'on pourrait souligner, c'est par rapport à cela, la façon dont nous parlons aux personnes qui ont de l'autisme. Je ne suis pas tout à fait certain que la façon dont nous leur parlons est tout à fait en adéquation avec leur capacité de compréhension. Et c'est malheureusement ce que vivent les personnes avec autisme qui développent le langage. On a souvent tendance à considérer que si elles parlent, elles comprennent tout ce que nous leur disons. Ben, on sait très bien à la fois l'aspect littéral de leur production, mais aussi l'aspect littéral de leur compréhension. Et donc, on voit que notre communication, elle est parfois bien au-delà des capacités des personnes. Et à n'en pas douter, celles qui n'ont pas la communication verbale sont souvent confrontées à un environnement qui est très communicatif au niveau verbal. Les éducateurs parlent, les parents parlent, mais est-ce que finalement leur compréhension est bien meilleure que leurs capacités d'expression qui sont parfois très pauvres au niveau verbal, voire inexistant? On peut vraiment se poser la question, d'où l'intérêt effectivement d'utiliser des outils d'évaluation de la compréhension du langage chez les personnes qui ont de l'autisme pour bien ajuster nos programmes, en tout cas les programmes communicatifs, et on peut faire le parallèle avec les programmes de développement cognitif, des programmes de développement de l'autonomie, etc., etc. Les types d'échanges, ben, j'ai évoqué le fait que des échanges étaient parfois extrêmement négatifs hein, en termes de nature d'échange. Tout ce qui est habitude, histoire et expérience antérieure, ben, évidemment que l'histoire fait partie de ce que les gens sont et que parfois ben, des aventures de la vie ou des événements de la vie ont été des événements marquants et sont enfin, et alimentent fortement ce que l'on peut vivre au quotidien. Les histoires relationnelles aussi vont aussi impacter la façon dont les gens vivent à un moment donné de leur vie et alimenter effectivement parfois des réactions menées par rapport à certaines personnes en fonction de l'histoire que l'on a eue
avec ces personnes-là. Si on évoque la question des expériences antérieures, je vous rappelle tout à l'heure peut-être l'histoire de la petite voiture où les expériences précédentes dans des environnements similaires vont évidemment alimenter euh, les, les comportements actuels de la personne. En question de valeur, il faut évoquer là finalement le fait que nous ne sommes pas nécessairement tous d'accord avec les, les valeurs que nous portons. Je vais prendre peut-être la question de la sexualité et du droit de chacun à exprimer sa sexualité de manière personnelle ou non, et peut-être aussi du droit de chacun de recevoir une éducation à cet égard-là. On voit probablement que en fonction de son référentiel, on peut avoir un jugement différent par rapport à ces questions-là. Par rapport aux questions d'agression également, on peut peut-être faire référence aussi au fait que dans, pour certaines personnes, faire preuve de force physique lorsqu'on est un garçon est quelque chose de très important. On peut évoquer aussi le fait que est-ce que frapper quelqu'un, c'est quelque chose que l'on peut faire ou ne pas faire? Alors on dira probablement tous euh, non, frapper quelqu'un, ça ne se fait pas. Mais on entendra peut-être dire aussi, écoute, si tu te fais frapper trop souvent à la récréation, ben, à un moment donné, tu dois réagir. Alors, ben, évidemment, quelle est la modalité de réaction qui sera proposée, ça pose question, mais j'imagine que dans l'esprit de certains, c'est si tu reçois un coup, ben, à un moment donné, tu peux te permettre d'en rendre un. Mais alors, est-ce qu'on peut frapper ou est-ce qu'on ne peut pas frapper? Donc voilà, il y a toute une série de questions, surtout lorsqu'on va parler des valeurs qui sont des questions importantes à évoquer pour que les personnes avec autisme puissent trouver des repères qui sont des repères valides dans leur mode de fonctionnement. Alors je vais maintenant passer, on a maintenant évoqué, je dirais assez brièvement dans le cadre de ce cours, ce que sont ces événements contextuels. On va maintenant avancer un peu plus loin sur un autre aspect qui concerne le modèle fonctionnel. On vient d'évoquer les événements contextuels. Portons maintenant notre attention sur ce qu'on appelle les antécédents. Là, au niveau des antécédents, euh, on va en évoquer de différentes catégories. Ben, il y a les antécédents dits médicaux, les antécédents psychologiques, tous ceux qui sont liés à des situations qui sont de, qui sont liées à l'apprentissage et qui sont liées plutôt aux activités et aux tâches, les questions de qualité de vie, les questions d'adaptation, les questions de frustration et les questions de communication. J'imagine que, enfin, si on posait la question des antécédents euh, auprès d'un personnel éducatif, mais un des éléments forts que l'on sortirait en termes d'antécédents, ce sont les questions de frustration. Hein. Euh, Quand est-ce qu'il a des comportements problèmes? Ben, certains diront c'est quand il est frustré. Frustré veut dire quoi? Enfin, c'est une situation dans laquelle on a refusé à la personne l'accès à quelque chose. C'est l'histoire de la petite voiture là tout à l'heure. C'est l'enfant qui souhaite, enfin, ou qui demande d'avoir cette petite voiture et à laquelle on dit, bah non, pas maintenant, tu ne peux pas l'avoir maintenant, tu l'auras plus tard. C'est effectivement ce que l'on peut trouver et on va avoir des situations de frustration qui peuvent porter sur des objets, sur des activités, sur des situations où il y a des besoins sexuels qui s'expriment, des frustrations en termes de relations sociales, des frustrations en termes de non-accès à des aliments ou à des boissons. Reprenons maintenant peut-être les autres secteurs. Au niveau médical, ce que l'on envisage ici, ce sont des stimuli directs hein, qui précèdent l'apparition du comportement. Vous vous souvenez qu'effectivement, antécédents à la différence d'événements contextuels, les antécédents sont des stimuli qui sont là juste avant l'apparition du comportement. On peut évoquer ici les douleurs des inconforts, mais on peut évoquer aussi des démangeaisons qui vont générer l'apparition de troubles du comportement. On peut évoquer la prise d'une médication juste avant. Hein.
l'apparition d'un comportement problème, mais on peut aussi évoquer l'aura d'une crise épileptique ou la crise elle-même qui risque de générer des troubles comportementaux. Au niveau psychologique, on peut évoquer le fait que juste avant l'apparition des comportements, des images mentales aient été évoquées par la personne, des souvenirs, hein, soit à l'origine des troubles du comportement, voilà, se souvenir de telle ou telle situation et ne pas pouvoir y avoir accès. Et évidemment, si on prend en compte des troubles de la santé mentale, des phénomènes hallucinatoires, hein, des voix que l'on entend, des bruits que l'on entend, des stimulations olfactives qui sont suggérées par des phénomènes hallucinatoires. Euh, Dans le secteur des apprentissages, je le disais tout à l'heure, ce sont les questions d'activité ou de tâches. Ben là, ce qui va susciter l'apparition de troubles du comportement, ce serait des tâches trop faciles ou trop difficiles pour certains, des tâches trop nombreuses, trop répétitives, trop successives, des tâches dans lesquelles il n'y a pas de choix possible, un déséquilibre entre des tâches non préférées et des tâches qui sont peut-être de faible probabilité d'apparition dans le vécu de la personne, des tâches qui ont un caractère non valorisant. Je vais juste prendre un exemple voilà, que vous avez peut-être déjà observé, le fait qu'une personne vienne de réaliser une tâche et par souci d'efficacité, nous la démontons en face de la personne pour la ranger. Ben, finalement, qu'est-ce que ça signale à la personne? C'est faire ou ne pas le faire, ça n'a aucun intérêt puisque de toute façon, on vient de la réaliser et on la détricote tout de suite après pour la ranger. On l'a évoqué dans une dia précédente, des temps libres qui s'avèrent trop longs et vis-à-vis de laquelle ces personnes n'ont pas cette capacité de s'adonner à des activités positives par elles-mêmes, suggèrent évidemment l'apparition de troubles du comportement. Là, c'est pas nécessairement la question du temps libre, c'est un temps libre qui s'avère trop long pour la capacité adaptative de la personne. Ben, on y vient pour faire le lien avec des questions de qualité de vie. Les questions d'inoccupation sont liées évidemment à des temps libres importants. Les ruptures d'intimité, rentrer dans la chambre de quelqu'un, rentrer dans la toilette pour voilà, opérer les, des, des soins à la personne pour, voilà, lorsqu'elle ne sait pas s'essuyer par elle-même, etc., peut générer parfois des comportements problèmes. L'organisation imprévisible, bah, c'était prévu et ça n'a pas lieu, mais on n'avait pas mis suffisamment en évidence, hein. On lui a dit qu'on n'irait pas à la piscine cet après-midi, mais il a compris piscine, et puis au moment où on est censé y aller, ben, finalement on pensait qu'il avait compris, mais il n'a pas compris qu'on n'y allait pas. Des choix trop restreints. Est-ce qu'il y a suffisamment d'occasions pour que je puisse choisir ce que j'aime faire ou ce que j'aime manger ou ce que j'aime boire sont des situations qui engendrent beaucoup de problèmes de comportement et puis toutes les contraintes de service. Faut se laver à telle heure, faut aller se laver avant de prendre son petit déjeuner, alors que peut-être on préfère prendre son petit déjeuner avant d'aller se laver. Et c'est au moment où effectivement la situation a lieu on lui dit d'aller se laver alors que peut-être il a en tête d'aller prendre son petit déjeuner, que cela provoque des troubles du comportement. Les phénomènes d'adaptation, donc les situations dans lesquelles une adaptation est nécessaire en termes de densité de population, lorsque il y a trop de personnes au même endroit, trop de mouvements au même endroit. Et là, on fait appel aussi aux stimuli sensoriels, lorsque les stimuli sensoriels sont trop forts, trop de lumière, hein, trop de bruit sont des stimuli qui engendrent par eux-mêmes plus de probabilité d'apparition des troubles du comportement. Alors pour l'aspect suivant, je vous propose de voir deux vidéos. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Alors, je stoppe la vidéo quelques secondes. Simplement pour vous préciser dans quel contexte ont été filmées ces deux séquences vidéo. Il s'agit de deux séquences qui sont filmées dans le cadre d'une formation de parents.
durant laquelle euh, cette maman accompagne sa fille dans une situation qu'elle a souhaité mettre en place dans les formations de parents. Il y a à la fois des apports théoriques et puis des travaux pratiques. Et nous filmons les séquences, nous travaillons avec les familles finalement pour d'avoir dans un esprit de coaching et de formation continue, on leur apporte un support sur les situations qui sont vécues et de voir comment on peut les adapter ensemble pour que les choses se mettent plus correctement en place. En l'occurrence ici, c'est la situation d'une maman qui demande à sa fille d'installer la table pour 4 personnes, table que vous voyez ici sur le côté. Alors je vais vous laisser voir la vidéo. Je l'interromprai peut-être après quelques minutes puisque on voit assez rapidement de quel problème de comportement il s'agit. Alors je vous laisse voir ça. Ouais, non, hein. Non. Ouais, non. Tu continues. Allez, continue. Allez, Madame Lyonnais. Madame Lyonnais, moi je connais. Tu continues. Madame Lyonnais. Ben Acta. Ben Acta. Il y a une bouche qui a un passage à niveau qui a pas avant, on peut 34 et tout ça. Ah non, c'est 4. Non, 4. Et c'est là, 4. Tu fais toute seule. Voilà. Bon, tu fais toute seule. Moi je ne veux pas. Déjà, je vais tu viens là, tu continues. Elle est mariée. Tu fais. Là, moi je passe le passage à niveau, je remets la vie américaine. C'est la rue d'école, c'est la rue des écoles, mais bon, quand on reprend à l'école, on tourne à gauche, et moi c'est la maison qui fait le temps. Tu continues, tu prends les fourchettes. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, les fourchettes. Tu prends les fourchettes. Tu prends, je suis faire, oui, donc. Sinon, si elle se dit je dois faire tout ça. Elle a fait ça hier et ça s'est bien passé. Continue. Voilà, j'interromps là la vidéo. Vous avez vu un peu de quel problème de comportement il s'agit. Peut-être avez-vous déjà été attentif à l'un ou l'autre aspect. Ce que je vous propose, c'est de voir ce qui s'est passé le lendemain. Voilà. Alors, je reprends la vidéo à son début. Alors, pour situer à nouveau le contexte, cette vidéo-ci a lieu le lendemain. On va voir un petit peu ce qui s'est passé lors de cette session de travail de cette maman avec ça. Et puis je vous fais les commentaires de manière globale. Écoutez, c'est pas c'était comme ça, on ne fait pas ça. C'est comme ça, vous moi, si je vois quelqu'un, c'est la soirée.
plan pédagogique, c'est ça. Sur les plans Voilà, donc ce qui nous reste à faire, c'est peut-être à commenter ces deux vidéos. Permettez-moi de revenir dans le PowerPoint. Voilà. Alors, j'imagine que vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans ces deux vidéos et que vous avez identifié les facteurs qui, d'un côté, étaient à la promotion des troubles du comportement et de l'autre côté, ceux qui ont finalement diminué la présence des troubles du comportement. D'une certaine manière, on pourrait se dire, c'est ce qui change beaucoup entre ces deux vidéos, c'est la diminution de ces comportements d'automutilation qui sont très présents dans la première et qui sont totalement inexistants dans la deuxième. Voilà les chiffres ici, peut-être pour plus de précision. Alors, ici, effectivement, on voit que ces vidéos se déclenchent alors que tout à l'heure, elles ne se déclenchent pas, je suis désolé. On aurait pu les voir ici sans trop de soucis. Simplement, peut-être que ces deux photos de vidéos illustrent assez bien le propos, puisque la seule adaptation qui a été faite entre ces 24 heures, il n'y a pas eu d'autres interventions menées entre les deux vidéos. C'est finalement l'adaptation de l'environnement qui a été faite. Vous voyez ici le chariot avec toutes ces assiettes, hein, et vous voyez ici le chariot sur lequel on a adapté l'environnement pour qu'il n'y ait que le nombre d'assiettes dévolues à l'activité. C'est la seule adaptation qui a été réalisée. Et peut-être une des questions que je pourrais vous poser en vous laissant quelques secondes de réflexion là-dessus, finalement, en adaptant l'environnement de cette façon, quel était l'objectif que nous avons poursuivi, à votre avis? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors en fait, on pourrait penser que l'objectif était de diminuer la prévalence des comportements problèmes qui sont présentés là, mais en fait, l'objectif est de lui permettre de mettre la table et de favoriser l'apparition du comportement positif, mettre la table, et pas nécessairement de diminuer les comportements d'automutilation que l'on a vu très présents dans le cadre de cette première vidéo.
Ce que l'on voit aussi, c'est que l'impact, et ça me plaît assez bien de le souligner, l'impact relationnel est quand même très très important puisque le climat relationnel entre les deux vidéos est assez significativement différent. Il est très très dur, si je peux me permettre, dans le cadre de cette première vidéo. Il est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus positif dans le cadre de la seconde. Également, si vous vous référez peut-être, tout à l'heure j'évoquais la question des attentes. Des attentes, vous vous souvenez lorsque j'ai parlé de l'adéquation des programmes et j'ai évoqué la question de l'adéquation de notre niveau de communication. Vous avez peut-être été attentif ou attentive lors de la première vidéo, lorsque la jeune fille prend les couverts, sa maman lui dit prends-en 4, prends-en 4. Cette maman connaît très très bien sa fille et elle sait une chose, enfin elle sait plein de choses sur sa fille, mais elle sait en tout cas que sa fille ne sait pas compter. Et c'est bien un des exemples quotidiens du fait que nous essayons de soutenir l'action des personnes dont nous nous occupons beaucoup par le langage. Ce que l'on a fait le lendemain, c'est finalement passer par un autre canal pour dire la même chose, plutôt que de faire référence à ses capacités cognitives, malheureusement pas présentes, pour pouvoir la soutenir dans cette activité-là. En fait, on a structuré l'environnement pour que ce soit l'environnement qui soit parlant et pas nous. Ici, l'environnement, il est explicite sur ce que l'on attend de sa part et on voit qu'effectivement, c'est beaucoup plus rassurant, beaucoup moins anxiogène. J'imagine que n'importe quel adolescent ne souffrant pas d'autisme, confronté à un chariot sur lequel il y a tout ça, n'aurait certainement pas eu une réaction très très positive lorsqu'on lui aurait demandé de mettre la table, posant la question directement, je ne dois quand même pas mettre tout ça. Mais peut-être que la réaction de cette jeune demoiselle au travers de ses comportements d'automutilation voulait dire finalement la même chose que ce que n'importe quel adolescent on aurait voulu faire passer comme message, même manifestement pas avec les mêmes moyens. Je reviens sur mon PowerPoint ici, sur cette dia pour souligner effectivement ici le fait que la structure de l'environnement, l'organisation des lieux a beaucoup d'importance. Est-ce que les lieux sont structurés de telle façon à être bien compris par les personnes qui ont l'autisme? Est-ce que les lieux en termes matériels sont bien organisés également, ou en tout cas sont réfléchis pour pouvoir répondre à ces personnes qui ont des troubles importants du comportement? Si vous avez un environnement dans lequel les vitres sont fragiles, il est tout à fait évident que ces personnes auront rapidement compris que lorsqu'elles se précipitent contre les vitres et que vous vous précipitez pour les protéger, ce sera un environnement qui va favoriser l'apparition des troubles du comportement. On peut parler aussi de l'espace et de l'organisation du matériel dans ces lieux-là. Il y a beaucoup à dire, mais tout ça nécessiterait plus de temps pour pouvoir développer le propos. Évidemment, et ça c'est une réalité pour ceux qui travaillent avec les personnes avec l'autisme, ce sont toutes les situations dans lesquelles il y a des changements, des transitions. Tout à l'heure, en début de cours, je vous ai montré une vidéo dans laquelle il y avait typiquement une situation de transition, de sortie pour aller en balade. Ce sont des situations d'une extrême fragilité en termes comportementaux. Enfin, venons-en ici à la communication, et je ne peux faire que référence aux deux vidéos que l'on vient d'évoquer en termes de communication réceptive. Nous avons, je pense, malheureusement trop souvent tendance à considérer que ce que nous disons est toujours complètement compris par les personnes auxquelles nous nous adressons. Je pense que là, il y a un gros effort à faire en termes d'adaptation de nos modalités de communication pour être finalement bien compris. Et lorsque on ne comprend pas quelqu'un d'autre, si par exemple on vous parle de manière systématique dans une langue étrangère que vous ne maîtrisez pas, votre niveau d'anxiété va augmenter, surtout si votre interlocuteur a l'air d'attendre quelque chose de spécifique de votre part.
Les phénomènes attentionnels, on a eu tout à l'heure un exemple avec la vidéo de cet adolescent en famille où sa maman est interviewée par un journaliste. On a vu un switch d'attention tout à fait manifeste et là, c'est typiquement ce qui risque de se passer. J'ai évoqué il y a quelques minutes la question des interactions dites négatives, c'est-à-dire ce climat négatif qui engendre des antécédents favorables à l'apparition des troubles du comportement. Voilà. Maintenant, troisième colonne qui est relative au modèle fonctionnel, c'est le comportement. Ben, le comportement, il est défini en termes de description par une topographie, par une fréquence, par une durée, voire par une intensité. Qu'est-ce que ça veut dire la topographie? C'est la façon dont le comportement se présente. Hein, et on le décrit de manière à ce que chacun puisse regarder la même chose lorsqu'on parle du comportement problème de telle ou telle personne. Si on utilise des mots un peu trop généraux comme il est agressif, il est fort probable que les uns et les autres nous n'allons pas regarder le même comportement. Il est donc fort utile, en particulier lorsqu'on voudra voir l'évolution de tel comportement, que chacun regarde le même type de comportement. La fréquence, c'est par exemple 15 fois par jour. La durée, c'est la durée du comportement à chacune de ces occasions. C'est plus difficile parfois de décrire un comportement en termes d'intensité parce que l'intensité peut avoir un caractère subjectif et il y a lieu à ce moment-là que l'équipe définisse bien quels sont les différents degrés d'intensité pour qu'à nouveau chacun puisse observer le comportement lorsqu'il doit décrire l'intensité du comportement, que chacun des membres de l'équipe utilise les mêmes critères d'objectivation de l'intensité du comportement. Alors ici, quelques vidéos, je ne vais pas nécessairement les laisser aller les unes et les autres jusqu'au bout, mais ici peut-être susciter d'autres réflexions que celles que l'on a menées jusqu'à présent et sur un autre aspect. Je vous les laisse voir. Alors on a même le chien filé. Il essaie d'apporter sa contribution à calmer l'enfant, mais manifestement ça n'a pas l'air de beaucoup marcher. Alors on va avancer un petit peu, si vous voulez bien, et puis voir un petit peu la suite.
Everybody's like everybody's Voilà, et les choses se calment. Voyons deuxième séquence. Why are you crying? It's gone! What's gone? They're gone toys in the store! We can't go in the Donc store. The s'entend lines are avec le too mal long. que l'on a vu tout à l'heure dans le grand magasin. Hein, You can just où, chill out, okay? Voilà, il est en colère, il est rentré dans la voiture, Can't. il dit qu'il souhaite Ian, we le don't jouet hit or qu'il a vu scream dans like le that. magasin. Me alone! Ian, Ian, you need to wipe your face. I'm crying! No! Don't hit her! No! 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 Ian, calm down. No! Ian, that is too loud. You need to stop screaming and hitting. Voilà, deuxième séquence, troisième, qui n'a absolument rien à voir avec les deux que nous venons de voir. Try it, Matt. Try what? Kim, he doesn't know. The goofy idea that people say to do when you're not supposed to restrain him, you're supposed to put pillows between his head. Yeah, that works real well. Yeah, that's a beautiful idea. That's about as dumb as anyone could. Screw that. I'm not gonna have my son injured because of some mental case that thinks you can't restrain him. Donc il s'agit à nouveau d'une séquence dans laquelle une maman décrit un peu les difficultés qu'elle vit avec son fils. Hein. Il y a un journaliste qui filme la séquence. Okay. On voit ici qu'elle essaie de contenir son fils et la contention est mal faite et elle se fait mordre. Come here. Okay, let's get him up. Grab one arm. Okay, ready? 1, 2, 3. There we go. Okay, hold it one down. Gentle on the arm, gentle on there. Gentle on there. Okay. Okay, no, don't jerk it back, okay? I didn't do that. You just Okay. Just gently hold it. You just want to get a nice grip. And don't twist it because you can hurt his heart. I know. Okay. There you go. Good job. Is that a seizure? Mm-hmm. Focus. You got it? Yeah. Okay, I got him. Okay. Okay. I see he's self-restraining. Look at. Look, watch. Okay. See how he's self-restraining? Very good, huh? Good job, Jamie. Okay, where's his iPod at? It's over there on the couch. Can you make sure it's off, please? Seizure? Seizure? Oh. Big seizure there. See, the seizures startle him. Then he starts hitting himself. He does not like the seizures. They really bother him. Mom, is this a library book? No, that's actually... Yeah, no, that's a library book. You have to, did you read it? Finish reading it? Did you want to get another book like that? Here.
James. Man, he's strong. Been working out with weights for how many years? And this kid is way stronger than I am. Voilà. Je reviens maintenant à cette dia sur laquelle les 3 séquences sont présentes. Est-ce que vous avez pu observer le lien qui existe entre ces 3 séquences? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Alors peut-être que certains d'entre vous ont observé le fait que dans chacune de ces séquences, le comportement est suivi d'une réaction qui a un caractère sans doute positif pour l'enfant, au point que, en tout cas pour 2 des séquences, la première et la dernière, le stimulus conséquent clôture le comportement. Hein. Ici on voit la maman qui fait des caresses, qui fait des bisous à son fils juste après la crise d'automutilation. Ici, le papa qui chante et qui balance l'enfant et ça clôture la crise. Et on voit dans la deuxième séquence, c'est beaucoup plus systématique, c'est que chaque fois que l'enfant crie, chaque fois sa maman réagit. Chaque fois qu'il crie, quand il se met à baver, à cracher, la maman réagit également. Donc le comportement est chaque fois suivi d'un stimulus conséquent. Ce que je voulais illustrer ici dans le propos, c'est que c'est la question des conséquences, c'est-à-dire finalement ce que la personne obtient comme bénéfice grâce à l'émission de son comportement. Ce sont les réactions de l'environnement ou les stimuli dont la personne va pouvoir bénéficier. Il faut souligner que ces différents stimuli peuvent être de nature totalement différente. Ça peut être des phénomènes attentionnels, attirer l'attention, obtenir, comme on l'a vu, que papa chante pour être calmé, obtenir une activité comme être balancé, obtenir des paroles de maman, parce que ce sont les stimuli qui succèdent le comportement. Mais un comportement peut avoir peut apporter d'autres stimuli conséquents, comme par exemple le bruit que fait du matériel que l'on jette par terre, hein, les réactions des autres personnes dans l'environnement, les autres élèves de la classe, hein, l'effet visuel aussi que peut engendrer du matériel qui casse. Et donc, ce n'est pas nécessairement des stimuli sociaux qui sont apportés à la personne, mais ce sont parfois des stimuli qui ont un caractère plus matériel. On mettra évidemment en évidence le fait que les stimuli conséquents et en tout cas le phénomène de renforcement est beaucoup plus important lorsqu'il s'agit de troubles du comportement, parce que très souvent on va rencontrer une des règles importantes pour l'évolution d'un comportement et le processus de renforcement, c'est la question de la contingence. Bien, très souvent, je suis désolé, là il y a une faute d'orthographe, j'aurais dû mettre un N après le I. La contingence est bien mieux respectée vis-à-vis des comportements problèmes que vis-à-vis des comportements appropriés. Il y a malheureusement beaucoup plus souvent une réaction immédiate et fréquente au comportement qui est émis, et donc ce qu'on appelle cet aspect de l'immédiateté est beaucoup plus important par rapport au comportement problème qu'au comportement approprié. En termes d'efficacité, on soulignera que finalement les comportements problèmes génèrent moins d'efforts, en tout cas moins d'efforts cognitifs à émettre que les comportements peut-être plus élaborés comme des comportements appropriés. Je vous renvoie aussi à la question du milieu restrictif et des intérêts restreints, ce qui augmente finalement la valeur de certains stimuli conséquents, comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà, on en termine ici l'ensemble des descriptions concernant le modèle fonctionnel. On verra dans la suite du cours, dans la 3e séquence, les outils d'évaluation et de traitement de ces troubles du comportement. Voilà.